Jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de cette année. Merci à tous de nous choisir. Nous sommes donc à l'étape invitée de ce programme du soir. On va s'intéresser à l'Union des forces de changement, l'UFC, qui est aujourd'hui la principale formation politique de l'opposition au niveau du Parlement. Le parti est dans le rôle de chef de file de l'opposition. Nous allons voir un peu quel est le bilan des actions au niveau de l'UFC pour l'année 2020 et quels sont les chantiers pour 2021. Pour faire ce bilan, nous recevons aujourd'hui le président du groupe parlementaire UFC, le député Sénat Lépuy. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Niaoui. Bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Et merci à vous d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. On va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet, mais permettez de vous demander l'Union des forces de changement aujourd'hui. On s'est vu il y a quelques mois déjà. Comment se porte votre formation politique? Notre formation politique, l'Union des forces de changement, se porte bien. Nous sommes un parti très occupé, aux prises avec des changements internes et en même temps qu'il faut faire un certain nombre de tâches externes comme institutionnaliser le CFO et commencer à travailler à mettre en place un cadre permanent de dialogue pour l'opposition pour qu'elle soit plus articulée, plus structurée. Mais pour répondre de façon spécifique donc à votre question, comme parti politique, nous nous portons bien. L'UFC se porte bien, mais on dirait qu'il ne fait pas très bon vivre aujourd'hui à l'UFC puisqu'il y a eu une défection tout récemment. Oui, nous avons appris dans la presse que le docteur Ekwe Foligada apparemment nous quitte. J'ai essayé de le joindre, je n'ai pas pu lui parler encore. Donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais on l'a aussi appris dans la presse. Mais nous aurons l'occasion d'échanger avec lui pour voir si c'est vrai. Et si c'est le cas, c'est vraiment regrettable parce que c'est un jeune homme brillant, compétent. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais il est un des conseillers les plus écoutés de M. Gilchrist Olympio. Et nous pensons que même si, comme c'est le cas tout le temps, même pour moi, il est victime d'un délit de compétence, c'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup d'attaques qui ne sont pas parfois raisonnables. Partir n'est pas nécessairement la solution. De toutes les façons, j'aurai l'occasion de lui parler. Nous pensons que le président Gilchrist Olympio, quand il sera là, aura l'occasion également de le rencontrer. Et nous essaierons de le voir si nous pouvons non seulement le ramener à la maison, mais que les choses se passent de façon plus raisonnable. Sinon, ses compétences ne sont pas en cause. C'est un monsieur compétent. Quand vous dites qu'il souffre d'une sorte de délit de compétence et qu'il reçoit beaucoup d'attaques, ça veut dire qu'au sein de la formation politique, l'ambiance n'est pas très bonne, c'est ça? Non, pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de clivages. Il y a beaucoup de clivages. Bon, bien entendu, vous savez, nous sommes un parti qui a une longue histoire. Nous sommes héritiers du parti qui a amené l'indépendance dans ce pays. Et vous savez que c'est un mouvement de masse. Et pendant longtemps, nous avons été un parti très populaire. Donc, où tout est dans l'informel, tout tourne autour d'une personne, d'une personnalité forte qui est le leader. Et donc, nous avons un déficit d'institutionnalisation. Alors, lorsque vous avez des gens comme, je ne sais pas moi, le docteur Ekwe, qui est un universitaire, un professeur, qui est quelqu'un de très structuré, très articulé, ça prend un peu de temps pour certains qui n'ont peut-être pas cette culture de l'organisation. L'organisation, pas au sens de informel, ce n'est pas organisé, mais qui, ça prend, il y a un gap qu'il faut nécessairement refermer. Et je suis victime aussi un peu, dans une moindre mesure, du même problème. Mais il faut beaucoup de patience. Quand on décide de se mêler des affaires publiques et de se mettre au devant de la scène, il faut avoir plus de patience qu'une personne ordinaire et savoir aussi prendre des coups. Et je pense que, de toutes les façons, il dit qu'il part, ce qu'on a lu dans la presse, et c'est sujet à vérification, il part pour des raisons personnelles, donc ne présumons pas. Mais c'est quelqu'un qui est très compétent, comme je vous l'ai dit, et qui a pris beaucoup de coups qui ne sont pas forcément justifiés. Mais quand vous parlez de défis organisationnels au niveau de l'UFC, ça fait quand même déjà plusieurs années que ce problème est posé. Il faut réorganiser le parti. Vous n'avez pas l'impression que ça prend trop de temps? Le problème avec des changements de grande ampleur, c'est qu'il faut aller au rythme du plus grand nombre. Vous prenez par exemple un parti comme le RPT. Lorsque le président Faure Essosimna Gnassingbé arrive à la tête du Togo en 2005,
personne à ce moment-là ne soupçonnait qu'il avait les ambitions que nous découvrons qu'il a pour ce pays, qui est de transformer le pays. Mais il héritait d'un RPT qui fait partie du portefeuille des choses qu'il a à gérer. Et ça lui a pris quand même 7 ans pour pouvoir faire la transition du RPT à UNIR. Et donc, tout parti politique, tout groupement d'hommes passe par des étapes, passe par des transformations. Et nous aussi, nous en sommes là. Nous sommes à cette étape où nous étions un parti très populaire, un parti, pour ne pas dire un parti nationaliste, qui a fait un peu de populisme. Mais nous sommes à cette étape où maintenant il faut s'organiser autrement. Nous sommes moins nombreux. Nous avons une transition générationnelle à faire. Si vous regardez bien le parti en ce moment, vous verrez que je suis devenu président du groupe parlementaire à 40 ans, 41 ans. Le secrétaire général, il a peut-être 1 ou 2 ans de plus que moi, M. Édouard Minsa. Le porte-parole, même génération, il a peut-être 1 ou 2 ans de plus que moi. La trésorière, Madame Christelle Petit. Ce sont tous des jeunes qui sont à des postes sensibles. Mais ça ne veut pas dire que la vieille garde est à la retraite. Vous avez des gens comme le doyen Gallet, qui a presque 80 ans et qui contrôle 2-3 régions à lui tout seul. La V, le Zio, le Vaud. Il est toujours très actif, donc il en a encore à donner de l'expérience, de la sagesse. Vous avez Jean-Claude Romao qui est à la CENI, qui fait un travail formidable. Vous avez le vice-président Locadi, qui est aussi à la CENI. Donc, et dans une moindre mesure, le monsieur Ohin également, qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, la vieille garde a encore beaucoup de choses à apporter. Ils ont une expérience et pour certains d'entre eux, ils ont encore l'énergie à donner. Et vous avez la jeune garde qui veut avancer, qui veut faire les choses autrement. Donc, il y a des changements que nous devons faire qui prennent du temps, qui ne se font pas sans remous, sans coup. Donc, transition générationnelle d'un côté. Il faut passer d'un parti qui tourne autour d'une personne à un parti qui tourne plus maintenant autour d'une idéologie et d'un projet de société que nous avons pour les Togolais, une vision. Il y a donc ce petit conflit qui peut y avoir également entre ceux qui ont fait la lutte, qui ont été arrêtés, enfermés, qui ont été dans les tranchées et qui estiment que tout ce qui arrive maintenant leur est dû. Et ceux-là qui ont fait aussi la lutte comme moi, mais qui n'ont pas eu à souffrir et qui n'ont jamais été arrêtés, qui viennent et qui veulent apporter un certain nombre de changements. Je pense que le docteur Ekoué est dans cette catégorie-là. Donc, c'est des choses, somme toute, normales. Il n'y a pas de mal vivre. Nous allons bien. Et les petites crises que vous voyez dans les médias, c'est des épiphénomènes. Le parti est soudé derrière son président Gilchrist Olympio et il n'y a aucun problème. Nous allons faire ces changements-là, incluant, on parle beaucoup d'un congrès. Nous sommes en train d'organiser ces choses-là patiemment et lorsque le plus grand nombre, c'est-à-dire la masse et le président, tout le monde sera prêt, nous le ferons. Pas dans la précipitation, mais nous le ferons pour que ce changement-là nous apporte une plus-value, nous fasse avancer et ne soit pas plutôt quelque chose qui nous divise comme vous le voyez dans d'autres partis en ce moment. Mais tout continue quand même par graviter autour du président. Est-ce que ça ne diminue pas aussi un peu le parti dans l'élan que vous voulez lui donner? Non, pas du tout. Vous savez, le président Olympio, c'est un géant de la politique togolaise. Géant, mais qui se fait vieux. Je pense qu'il a célébré ses 84 ans, si je ne m'abuse. Il y a quelques jours. Je lui souhaite un joyeux anniversaire encore au passage. C'était le 26 décembre. Mais dans la structure dans laquelle nous sommes, son âge n'est pas du tout un handicap. C'est pas un géant au pied d'argile aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez que nous sommes au Parlement depuis 2 ans. Et il faut le signaler, nous sommes le 31 aujourd'hui, il y a exactement 2 ans. On était proclamé par la Cour constitutionnelle et les autres. Il n'est pas du tout un géant au pied d'argile. Il y a une équipe bien soudée derrière lui. Il a l'état-major officiel que vous connaissez, donc il est numéro 1, M. Ohin est numéro 2, et ainsi de suite. Et il a son état-major, c'est-à-dire qu'il a son cabinet qui détient le vrai pouvoir, plus ou moins, si on peut l'appeler ainsi. Et dans cette structure-là, des gens comme André Johnson étaient le véritable numéro 2. Vous avez Isaac Chiapé. Donc, nous sommes un parti bien organisé. C'est sûr que ce n'est pas nos adversaires ou nos concurrents qui vont vous dire des bonnes choses nous concernant. Et que, bien entendu, ils ont avantage à nous présenter comme affaiblis pour se donner de la valeur. Mais nous allons bien. Nous faisons face à un certain nombre de défis. Nous avons un certain nombre d'opportunités et nous allons les saisir et nous allons faire face à nos défis tranquillement,
en gardant le président Olympio à la tête du parti. Nous pensons qu'il a encore beaucoup à apporter et il n'est pas question, ni maintenant, ni à moyen ou à moyen terme, de le remplacer. Même si nous devons passer par un congrès dans les mois qui viennent et qu'il y a un consensus sur la question, nous n'accepterons pas qu'il soit remplacé. Pour nous, il est présent, il est président, il fait du bon boulot, il est en bonne santé. On ne change pas une équipe qui gagne. S'il vous était demandé, puisqu'aujourd'hui c'est le dernier jour de l'année 2020, de présenter un petit bilan de l'UFC sommairement, qu'est-ce que vous diriez du parti? Je dirais que le parti est un parti qui revient de loin et qui va loin. Nous revenons de loin dans le sens qu'il y a 10 ans, vous vous souvenez, nous avons signé un accord avec le parti RPT devenu UNIR. Et à ce moment-là, il y a eu des scissions, il y a eu des dissensions qui ont fait que nous avons perdu une bonne partie de notre base. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 2 semaines, le 14 décembre, presque tous les partis qui ont crié à la trahison en disant que nous avons pactisé, nous avons fait des choses pas bien, ils sont à la table de discussion comme nous l'avons fait il y a 10 ans. Donc nous avions une longueur d'avance sur ces gens-là. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut discuter pour régler les problèmes du Togo. Et nous avons eu ces discussions sans médiateur, sans facilitateur, sans préalable et sans complications. Donc, nous avons une longueur d'avance. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le Togo soit un pays émergent à l'horizon 2030 parce que notre population va atteindre les 10 millions d'habitants. Il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire pour adapter le cadre légal, pour structurer le pays, pour qu'il soit suffisamment développé, pour qu'on puisse donner une meilleure vie aux Togolais qui sont en train de grandir, à nos enfants qui arrivent. Alors nous, comme parti politique, nous allons très bien et nous jouons ce rôle-là. C'est vrai que certains disent que nous sommes des accompagnateurs, nous sommes des buveurs de je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ça le plus important. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir une vision. Il faut qu'il y ait une clarté sur la vision. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la pensée, dans les propos et dans l'action. Et il faut qu'il y ait une constance dans la politique. Ce que je vous dis le matin, je dois pouvoir vous le dire à midi et je dois pouvoir vous le dire le soir. Donc nous ne sommes pas en train de courir après des objectifs à court terme et nous ne nous positionnons pas par rapport à l'actualité. Nous nous positionnons par rapport aux objectifs stratégiques que nous avons, comme l'émergence en 2030, comme peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, être un parti suffisamment structuré pour arriver au pouvoir. Donc je vous parlais tout à l'heure de passer d'une structure informelle qui tourne autour d'un homme à un véritable parti politique organisé avec des structures fonctionnelles, de façon à ce que si jamais un jour les responsabilités qu'on nous donne sont un peu plus élevées, nous puissions assurer une certaine continuité dans le fonctionnement de l'État. Donc, vous comprenez bien qu'à court terme, notre ambition n'est pas de prendre ou d'arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas nécessairement prêts en ce moment. Nous revenons de loin. Mais nous prenons le temps de nous réorganiser, de nous structurer pour que si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, nous sommes prêts et que le peuple togolais nous fait confiance pour réaliser l'alternance ou une alternance à ce moment, parce qu'il se peut que quelqu'un de plus organisé fasse l'alternance avec nous, que UNIR même continue, puisque le pays est tranquille. Donc on soit prêt. Donc le tout n'est pas de prendre des choses qu'on ne peut pas gérer. Il faut se préparer et être en capacité de faire quelque chose avant de s'agiter. En même temps, on ne sent plus vraiment l'UFC sur, j'allais dire, des questions de l'actualité nationale. Il s'est passé beaucoup de choses en 2020. Pourquoi le parti fait cette option de prendre de moins en moins la parole, d'être présent, de se prononcer? On dit souvent qu'on entend un arbre qui tombe, mais on n'entend pas la forêt qui pousse, des arbres qui poussent. Nous sommes dans l'action. On dit souvent que le bruit ne fait pas de bien et que le bien ne fait pas de bruit. Pour petit exemple, puisqu'on fait le bilan, juste pour cette année 2020, nous avons contribué au niveau des 7 députés de notre parti à plus de 20 millions, à hauteur de plus de 20 millions à la lutte contre la Covid et dans des activités de terrain. On a donné 1 million pour le fonds Covid gouvernemental, mais que ce soit dans les lacs, c'est des centaines, presque une centaine de kits de lavage de mains, des milliers de masques. On a distribué des fournitures scolaires un peu partout. Il y a même 2 semaines dans le Ziol, l'honorable Agbanou a distribué des kits à Seva, Tono et tout ça là. L'honorable Pomegbe dans le Vaud,
il a fait un effort considérable. Il a même pris un prêt, je vous l'ai dit, pour faire électrifier la zone en 2019, un prêt de 20 millions et quelques. Et cette année, il a poursuivi, maintenant en électrifiant tous les villages qui sont à côté. Donc ce n'est pas le travail d'un député, vous me direz, mais c'est des choses qu'il fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de venir le dire à la télé? Les gens qui sont dans ces villages-là, ils savent qui leur a ramené le courant. Et cela crée parfois même une sorte d'émulation, c'est-à-dire que comme il le fait, ceux qui sont plus forts et plus compétents que lui se sentent dans l'obligation de faire mieux. Et tout cela va dans le bénéfice des populations. Mais le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Périodiquement, je viens donner quelques petites explications. Mais avec ce que vous dites, je pense que peut-être le mois prochain, nous allons voir si on peut faire un bilan de nos 2 ans au Parlement, incluant les actions des députés, incluant les activités du parti. Parce que je vous le dis, même politiquement au niveau du parti, avec le secrétaire général, M. Édouard Messin, qui fait un travail formidable, nous avons sillonné le Togo, de Lomé jusqu'à Dapaon pour faire une tournée. Et on fait le travail qu'il y a à faire, sauf qu'on parle moins. Et nous pensons que parfois, quand vous êtes dans la cuisine en train de préparer pour des gens, il vaut mieux préparer dans la cuisine. Vous n'allez pas venir vous mettre au salon parmi les invités et commencer à préparer pour qu'ils voient ce que vous faites. Et si je veux rester dans une logique un peu nord-américaine, où il y a le fast-food, vous arrivez, vous voyez comment on prépare et puis on vous le sert. Ce n'est généralement pas de la nourriture de bonne qualité, ce n'est pas bon pour la santé. Alors que les grands restaurants, il y a la cuisine, il y a un bon chef, il faut un bon boulot. Et quand tout est prêt, on le sert. Le parti est au Parlement, je le disais. Vous êtes le principal parti d'ailleurs au niveau du Parlement. Et le Parlement finit donc cette année. Est-ce que vous avez un brin de satisfaction sur le travail parlementaire de façon globale? Oui, nous sommes relativement satisfaits. Nous sommes relativement satisfaits parce que le choc exogène que nous avons subi, le choc de nature sanitaire de la Covid, était un choc qui devait nous paralyser complètement. Mais la présidente de l'Assemblée nationale, son Excellence, Mme Yawa Djibori Tchegan, dans sa sagesse, et avec son bureau, qui regarde juste des gens compétents, ont rapidement compris qu'il fallait, plutôt que d'attendre que la crise passe, adapter nos méthodes de travail à la crise. Et ont pris des dispositions qui fonctionnent et qui font que nous continuons à opérer et nous continuons à faire ce qu'il y a à faire. Et ça va, on ne se plaint pas. Si je devais nous noter sur 10 pour cette année, je nous donnerais quand même un bon 7 sur 10. Vous savez, comme le dit le général Eyadema, on ne peut pas danser et s'apprécier. Donc on va laisser la presse, les populations et les autres apprécier. En même temps, est-ce que vous avez l'impression d'exister? Je veux parler spécifiquement des députés UFC. Vous êtes 7 dans une assemblée où il y a 91, ultra dominée par le pouvoir. Vous avez l'impression d'exister? Oui, nous existons. Et d'ailleurs, nous existons probablement mieux que si nous étions plus nombreux. Dans le sens que, étant donné que nous sommes en minorité, avant de faire des choses qu'on peut faire sans nous, on nous consulte, nous discutons. Et comme nous ne sommes pas nombreux, la plupart des membres de l'opposition ont des postes de responsabilité. Si vous prenez l'UFC, on a un président de commission, on avait un vice-président, on a une secrétaire qui est dans le bureau, net de mon grand frère et aîné, Jerry Tahama, il est président de groupe, Innocent Kagbara est président de commission. Donc le fait qu'on ne soit pas nombreux aussi aide. Mais il faut comprendre la logique dans laquelle nous sommes au Parlement. Nous ne sommes pas dans une logique de rapport de force où il faut être nombreux, il faut montrer les muscles. Nous ne sommes pas à l'Assemblée pour vaincre qui que ce soit. Lorsque nous estimons que la position que nous avons diffère de celle de la majorité et que la position que nous avons, à notre avis, est dans l'intérêt du plus grand nombre, puisque de toutes les façons nous n'avons pas les moyens de vaincre, nous essayons de convaincre, nous essayons de trouver des équilibres non arithmétiques, des équilibres qui vont au-delà du chiffre, pour que, comme le disait le Premier ministre Agbeome Kodjo, si on arrive à identifier la vérité, est-ce que c'est important que ce soit le plus petit ou le plus grand qui l'ait trouvé? Si on est tous d'accord que c'est la vérité, on s'aligne derrière. Donc c'est un peu dans cette logique-là que nous sommes. Et c'est pourquoi il n'y a pas de conflit au Parlement, il n'y a pas de problème. Nous faisons notre travail d'opposition parlementaire. Lorsqu'il y a des divergences, nous en discutons à huis clos ou même en amont dans les commissions. Jusqu'à ce qu'on arrive en plénière,
on a utilisé les canaux qu'il y a pour nous faire entendre et pour obtenir les concessions que nous jugeons nécessaires pour pouvoir accompagner les textes. Alors, j'étais il y a 2 ou 3 jours avec un autre député sur le plateau et la question que je lui posais, je vous poserai la même question. On n'a toujours pas l'impression d'avoir cette assemblée de propositions. On a toujours cette assemblée que, péjorativement, on appelle chambre d'enregistrement. Tous les projets que le gouvernement amène, vous me direz qu'il y a beaucoup d'amendements qui sont faits, mais ça passe toujours. Mais ça souffre toujours de propositions. Alors, il faut comprendre qu'un parti comme l'UFC, nous sommes arrivés au Parlement en 2019, mais avant 2019, où nous sommes devenus chefs de file de l'opposition, nous étions au gouvernement les 8-9 années précédentes. Oui. Ça veut dire que du chef de l'État au Premier ministre, en passant par les membres du gouvernement, nous avons tellement de canaux pour échanger avec le grand parti UNIR que nous n'avons plus besoin vraiment de nous quereller à cette étape pour nous faire entendre ou comprendre. Si un projet de loi du gouvernement arrive, et je pense que je l'ai déjà dit ici, nous avons notre propre programme, notre propre projet de société. Nous regardons ce qu'on apporte et nous le mettons nous faisons une analyse comparative avec ce que nous aurions fait si nous étions en capacité. Si c'est à peu près la même chose ou c'est mieux, nous votons pour. Nous n'allons pas voter... On vous a élu aussi pour proposer. Bien sûr. C'est pas chaque fois au gouvernement de faire le travail et de l'envoyer. Les députés peuvent dire, bon tiens, il y a telle question de société qui nous intéresse, nous voudrons faire une proposition de loi là-dessus. Absolument, et ça se fait. On ne voit pas jusqu'à présent. Puisque vous ne donnerez pas un seul exemple de proposition de loi. Mon cher ami, Parlement qui soit passé. Mon cher ami, en politique, il faut être extrêmement prudent parce que là, je vais devoir vous bloquer. Vous voyez qu'au mois de février 2020, l'honorable Aoumé Zounou, qui est un député de mon groupe parlementaire que j'admire beaucoup, qui est compétent, qui est brillant, dynamique. Après avoir fait toute une tournée pour voir les gens de la Banque centrale, du ministère du Commerce, il a vu le parti UFC, et nous a vu au niveau du groupe parlementaire, on a fait une étude. On a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi sur le prix juste et équitable. Donc c'est un projet de loi, je vais vous en envoyer une copie, mais ce n'est pas pour diffusion, puisque c'est encore dans les canaux, mais c'est déjà déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis le mois de février. Vous me donnez la même réponse que l'autre député m'avait donnée. Oui, nous avons des propositions qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais des propositions qui aboutissent. Moi, je n'en ai pas encore vu. Absolument. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que je peux dire, c'est que le projet de loi est arrivé sur la table de l'Assemblée nationale au mois de février 2020. J'étais en déplacement. J'ai assisté à des travaux de la conférence des présidents où on en a parlé pour pouvoir le programmer. Et je suis parti en voyage encore. À mon retour, nous sommes tombés dans la crise du Covid. Alors, nous avons autour d'une vingtaine de textes qui sont dans les canaux qui doivent passer. Pour les programmer, il y a la question de l'importance, de la priorité et quel impact cela va avoir sur la vie du plus grand nombre. Alors quand on regarde les choses avec cette loupe, même si je suis de l'opposition et que ce projet de loi vient d'un député pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que j'aime beaucoup, je dois prioriser des choses comme l'identification biométrique, la loi de programmation militaire et d'autres choses, puisque nous sommes en situation d'état d'urgence et de crise sanitaire. Mais je crois que... Ça veut dire que les propositions que vous faites sont de moindre importance? Non, ça veut dire que celle-là spécifiquement n'est pas la plus urgente et la plus importante dans le contexte dans lequel nous sommes. Maintenant, nous allons en congé maintenant. Au retour des congés, nous allons continuer le travail de discussion et de lobby pour voir maintenant ce texte par rapport aux autres. Il se situe où? Est-ce que maintenant il est plus important que d'autres qui doivent passer? Et on négocie en gardant en tête que nous n'avons pas la majorité. Donc nous ne sommes pas là pour vaincre, nous sommes là pour convaincre, nous sommes là pour discuter. Et si nous arrivons à convaincre UNIR que c'est un texte prioritaire, s'ils sont d'accord, ben vous verrez que ça va monter. Mais éventuellement, ça passera. Donc, pour vous dire que l'opposition travaille, je pense qu'Innocent Kagbara du PDP ou du groupe PDP aussi PDP a un truc sur les loyers. Donc, toutes ces choses-là vont passer. Il n'y a rien qui presse. Nous ne sommes pas en compétition. J'ai l'impression, sans vouloir vous perdre du temps, j'ai l'impression qu'on veut nous juger sur les mêmes critères qu'on jugeait la législature peut-être passée ou d'autres législatures où ils étaient plus agressifs, où ils étaient ils faisaient plus de spectacles. Je ne suis pas un homme de spectacle. Nous ne sommes pas dans une logique de clivage.
Donc, si vous voulez juger un poisson par son aptitude à monter un arbre, bien entendu, vous direz que ce poisson-là, il n'est pas compétent. Le poisson est plus à l'aise dans l'eau. Et donc, nous sommes plus à l'aise dans le dialogue, nous sommes plus à l'aise dans la discussion, nous sommes plus à l'aise dans la négociation. Et je crois que ceux qui ont séché leur linge sous la pluie depuis décembre 2018 en ne participant pas aux élections commencent à comprendre et finiront par adopter notre attitude. Si ce n'est pas maintenant, ça va être un peu plus tard. Pour l'année 2021, les perspectives sont bonnes pour vous? Absolument, elles sont très bonnes. Cette année 2020, comme chef de file de l'opposition, le président Anguille Christolin-Pio nous qu'on ne sent pas beaucoup non plus. Effectivement. Dans ce rôle spécifique de chef de file de l'opposition. Nous avançons lentement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme chef de file de l'opposition? Nous sommes en train de structurer l'institution. Lorsque nous sommes arrivés en 2019, il n'y avait rien. Nous n'avions même pas une chaise ou un bureau ou même un local. Il n'y a pas eu de passation, il n'y a rien. Il faut recommencer à zéro. Alors, un des défis que nous nous sommes lancés, c'est d'institutionnaliser le chef de file de l'opposition pour que ça devienne une institution comme les autres. Et nous avons, sous l'impulsion du président Olympio, fait des démarches pour qu'on puisse avoir un siège, pour qu'un certain nombre de personnes puissent être embauchées, pour faire ce travail-là, pour viser... Donc, ce travail-là est en cours, ça prend du temps. Nous avons été impactés par la Covid. Nous avons une oreille attentive et beaucoup d'accompagnement de la part du gouvernement. J'ai bon espoir que nous ferons de bons progrès en 2021. Et une fois que nous aurons fini d'institutionnaliser le CFO, il va être beaucoup plus facile pour nous maintenant d'inviter les autres partis pour essayer d'avoir un cadre permanent de dialogue, pas pour savoir qui est le coq de la basse-cour. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Plus pour jouer un rôle de coordination, un rôle de réceptacle de revendications et d'idées, pour que le débat que vous voyez parfois dans la rue et qui se transporte parfois dans la presse puisse avoir lieu derrière des portes closes entre politiciens et que les compromis qui doivent se faire se fassent et qu'on continue à faire avancer le Togo sans déranger les populations. Probablement en 2021, ce sera les élections régionales. Vous y serez? Absolument. Nous sommes prêts à aller aux élections régionales. Nous aurions même souhaité que ce soit cette année parce que commençons qu'on en finisse, comme dirait l'autre. Je ne vous dirai pas que nous les gagnerons. Parce que quand vous regardez nos statistiques, nous avons eu 6% des suffrages aux législatives et nous sommes chefs de file de l'opposition. Nous avons eu entre 3 et 4% des suffrages aux élections municipales. Et nous avons un maire et quelques adjoints au maire et tout le reste. Nous n'avons pas été à l'élection présidentielle compte tenu de ces résultats, vous savez. Et donc, nous voulons faire un bon score, le meilleur score possible compte tenu de notre position de chef de file de l'opposition et compte tenu du fait que nous sommes un parti qui est en transition. Donc, vous savez, quelqu'un qui est en l'air ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est une fois qu'il est sur ses deux pieds qu'il peut faire plus. Alors, nous sommes en pleine transition et lorsque nous aurons atteint la fin de cette transition-là, nous serons un parti mieux organisé, plus formalisé, plus structuré et nous serons à même d'avoir de meilleurs résultats aux élections. Et donc là, je vise 2024-2025. Mais vous vous lancerez pour les régionales? Absolument. Je vous dis que nous sommes prêts. C'est-à-dire que si demain matin, le gouvernement nous invite au régional, même en janvier ou en février, nous allons bien. Nous sommes un parti. Vous savez, beaucoup de gens pensent que notre popularité dépend de ce que les gens racontent dans la presse. Nous sommes un parti d'implantation nationale. Et je vous disais qu'avec mon frère et ami, le secrétaire général, nous avons sillonné tout le pays du nord au sud. Nous sommes implantés partout. Partout où vous allez, nous sommes là. Nous ne sommes plus aussi nombreux qu'avant. Mais nous sommes partout. Maintenant, nous avons des défis. Il faut recruter des cadres, il faut des gens compétents. Et c'est dans ce sens que je regrette le départ de M. Gada qu'on veut faire revenir. Mais nous sommes prêts. S'il y a élection au mois de janvier, février, mars, pas de préalable, pas d'histoire. Nous irons et nous ferons un score digne du potentiel que nous avons en ce moment. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est le dernier jour pour l'année 2020. La tradition veut aussi qu'on se présente les vœux. Quels sont vos vœux pour les Togolais? Mon vœu pour le peuple togolais, c'est que cette année 2021 soit une année de paix, soit une année de liberté, de plus de liberté et une année de prospérité. Mon vœu pour nos militants, pour ceux qui nous ont également quittés, pour tous les enfants de la Blodé,
c'est que tous les enfants de la Blodée regagnent la maison de la Blodée. Je dis en finissant que vous savez, lorsque vous allez à la chasse et que vous avez chassé toute la journée, vous n'avez pas attrapé de gibier, ni rien, et que la nuit tombe, vous ne restez pas dans la forêt dormir avec les animaux, parce qu'à ce moment, vous devenez une proie. Il faut rentrer à la maison. Alors, tous ceux qui nous ont quittés depuis 2000, 2005, 2010, je les invite à rentrer à la maison. Ce que nous étions en train de faire en 2010, c'est ce que les autres, tout le monde fait maintenant. Donc, il vaut mieux l'original que la copie. Donc, je souhaite, c'est un de mes vœux pour cette année 2020, que nos frères et amis qui nous ont quittés reviennent à la maison et que, bon, bien entendu, comme tout le monde, la Covid trouve une solution. Sénat Alepuis, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et bonne année 2021 à vous également. Bonne année. Vous êtes le président du groupe parlementaire Union des forces de changement, parti de l'opposition au Togo. On va marquer la pause et après la pause, il y aura le journal et ensuite regard croisé.